Bon, on va passer au quatrième et dernier sujet. Alors, je l'avais intitulé, pour un peu faire du suspense, du départ à l'arrivée, et je donne la parole donc à François Laquenne. Merci Michel de m'avoir donné l'occasion de venir faire cet exposé ici. Je salue Jean Dubousset qui ne me reconnaît pas, mais j'étais interne à Saint-Vincent-de-Paul quand il y était aussi. Pas interne évidemment, mais... Bon, alors je vais beaucoup le décevoir parce que, 1, j'aime les biostatistiques, 2, j'aime les études multicentriques, 3, j'aime les randomisations, etc. Donc ça va être dur. Alors, ce que je voulais vous faire, et pourquoi j'ai appelé cet exposé les effets collatéraux positifs, c'est que la recherche clinique, on vous en a brossé 3 des grandes catégories, c'est-à-dire l'évaluation d'un moyen diagnostique, c'est-à-dire l'évaluation d'un traitement par les études contrôlées, c'est-à-dire l'évaluation des moyens pronostiques par les études multivariées. Mais je pense que dans chacune de ces catégories, il faut prendre du recul, et peut-être ça va apaiser les tensions qu'il y a eu entre Bertrand et Jean Dubousset. D'accord. Et parce que je crois qu'au fond, ce qui est bien, c'est de travailler, et puis parfois on est surpris. Vous savez, c'est comme les rayons X qui ont été découverts par hasard. Parfois on est surpris de certains effets. Je ne parlerai pas des effets négatifs dont on a largement parlé maintenant, mais sur les effets positifs. Alors, je vais dire un mot sur le programme d'aide au diagnostic des douleurs abdominales que nous avions développé au début des associations de recherche en chirurgie et qui s'appuie sur un programme bayésien, c'est-à-dire sur ce que vous a expliqué dans le détail Michel Huguier. Ensuite, je vais utiliser une étude contrôlée publiée il y a un certain temps sur l'opportunité d'une radiothérapie préopératoire dans les cancers du rectum. Et vous allez voir que quand on lit bien les articles, eh bien on peut en tirer une substantifique moelle et retomber sur ce qu'a très bien dit Bertrand, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les jugements de signification avec les jugements cliniques, c'est-à-dire avec l'évaluation d'un effet clinique intéressant. Et enfin, pour les analyses multivariées, je vais vous dire à quel point il me semble utile, et c'est une discussion qu'on a depuis longtemps avec Bertrand, de distinguer des prises de décision sur une population globale, mais plutôt d'utiliser des sous-populations à risque de tel ou tel événement, et en particulier, c'est l'utilité de l'étude dont vous a parlé Simon sur la cholangiographie péropératoire, l'utilité de la cholangiographie péropératoire sélective. Et enfin, je vais évoquer avec vous quelques autres effets positifs. Alors, le programme bayésien, eh bien, Michel vous l'a très bien décrit, il prend en compte 3 éléments qui sont 1, la sensibilité, 2, la spécificité, 3, la prévalence de la maladie. Avec ces 3 éléments pour un signe donné, on calcule une valeur prédictive positive, et ça c'est une simplification du théorème de Bayes qu'il vous a montré tout à l'heure. Et l'intérêt de l'informatique, c'est que, au lieu de raisonner uniquement sur un signe et une maladie, ou sur quelques signes et une seule maladie, il permet d'établir un vecteur, une liste de diagnostics et de donner les probabilités de ces diagnostics en fonction de la sensibilité, de la spécificité de ces signes. Alors, nous l'avions fait dans le cadre des associations de recherche en chirurgie, qui, comme vous le voyez, impliquaient une 50aine de centres, de près de 10 000 malades. L'étude s'est poursuivie par la suite. Et vous voyez qu'avec une simple liste de signes à décrire, essentiellement des signes cliniques, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, on a demandé à l'ordinateur, en utilisant le modèle bayésien que je viens de vous décrire, de donner des diagnostics. Alors, au départ, voici les prévalences des différentes maladies qui étaient vues sur ces 10 000 malades. Vous voyez qu'on a à ce moment-là une épidémiologie, et je reviens à ce que disait Jean Dubousset tout à l'heure, l'épidémiologie, là, elle est incontestable, elle peut servir aussi à moduler ces décisions.
Vous voyez que sont encadrés les diagnostics chirurgicaux et que les principaux, représentant 75% des populations des malades vus en urgence dans des hôpitaux généraux ou universitaires, étaient au premier chef l'appendicite aiguë, ensuite les douleurs non spécifiées, la cholécystite, l'occlusion, la pancréatite et enfin les perforations d'ulcères. Eh bien, on a fait tourner la machine et on s'est aperçu, ce qui était assez satisfaisant pour l'ego des cliniciens, c'est qu'au fond, en termes de sensibilité, qu'il s'agisse de tous les malades qui présentaient des douleurs de la fosse iliaque droite, c'est-à-dire douleurs non spécifiées ou appendicite, eh bien, vous voyez que la sensibilité de l'ordinateur était un tout petit peu inférieure à celle du clinicien qui, évidemment, garde toute sa souveraineté dans la décision d'opérer ou non les malades qu'il a en urgence. Alors, ce qui était plus intéressant encore, c'est que même si les résultats sont un peu différents entre ce que propose l'ordinateur et ce que dit le clinicien, eh bien, lorsqu'ils sont d'accord, eh bien, comme vous le voyez sur les colonnes de droite, eh bien, lorsqu'ils sont d'accord, leur jugement concorde, eh bien, ça renforce la probabilité du diagnostic. En d'autres termes, il s'agit bien non pas de demander à l'ordinateur de faire un diagnostic, mais de demander à l'ordinateur une aide, un confort dans certains cas. Et ce qui était aussi très, très intéressant, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, mais lorsqu'il y avait discordance, eh bien dans 50% des cas, c'était l'ordinateur qui avait raison, et dans les autres 50% des cas, c'était le clinicien. Vous voyez donc que ça permet d'avoir une réflexion sur le sujet. Alors on était très fiers de ce programme d'aide au diagnostic des douleurs abdominales, fondé sur une grande série de malades, et l'idée c'était qu'il soit utilisé dans les différents hôpitaux, et éventuellement même, c'était sous l'égide d'associations de recherche en chirurgie, on s'était dit, eh bien, on peut éventuellement le vendre, décidément, pour en faire, pour rapporter un peu d'argent à l'association. Et en réalité, on était des mauvais vendeurs, ça n'a jamais abouti, et c'était il y a bien longtemps, c'était au début des années 80. Alors en fait, ça marche plus. Voilà. Mais en fait, l'intérêt essentiel, bien des années après, a été finalement celui de l'enseignement. Alors, j'ai mis ça sur mon ordinateur, c'est pour ça que j'ai quelques petites difficultés. Je vais vous montrer... Attends. Je vais vous montrer, si quelqu'un veut être mon compère. Voilà. Alors, il s'agit d'une observation. Un malade arrive. Voilà. Alors, dites-moi, c'est un homme, c'est une femme? Allez, on va dire un homme. Un homme. Et voici donc la probabilité, en ayant simplement cette information, il s'agit d'un homme, un adulte, on parle des hôpitaux d'adultes, un homme qui arrive en urgence, et bien sûr, c'est une étude multicentrique nationale. En France, il a 30% de chance d'avoir une appendicite quand il va aux urgences. Il a 22% de chance d'avoir une douleur non spécifiée. Pardon ? Oui, il a des douleurs abdominales. Quand même. Alors, supposons, qu'est-ce que vous voulez ? Quel âge a-t-il ? 45 ans ? Allez, 45 ans, vous allez voir ce qui se passe et vous allez voir à quel point ce type de programme est utile pour les externes. Et on l'a fait fonctionner. Parce que regardez ce qui se passe. Vous voyez que la probabilité d'appendicite chez un homme de 45 ans, eh bien, diminue. La probabilité de base, elle diminue parce que, en général, on a une appendicite quand on est plus jeune. Et voici la vérification. Supposons qu'il ait 15 ans. Eh bien, vous voyez que de 30%, on est cette fois-ci passé à 57%, alors qu'on était à 17% la fois précédente. Et donc, c'était un moyen extrêmement efficace
pour enseigner la séméologie aux externes. Voilà, je voulais vous montrer cet exemple et vous dire qu'au fond, bien que cette étude multicentrique n'avait pas été destinée à cela, eh bien finalement, elle a eu des effets secondaires positifs. Alors voyons maintenant le deuxième point qui concerne les études contrôlées. Je vais vous donner un petit truc qui va vous permettre de relativiser les résultats d'une étude contrôlée au sens où l'a expliqué tout à l'heure Bertrand. Bertrand vous a dit le jugement de causalité. Il y a d'abord le jugement de causalité qui est expliqué par la randomisation. Ensuite, il y a le jugement de signification qui est donné par un test statistique. Mais en général, ces études ne vous donnent pas le jugement clinique. Et voici un exemple donc, qui concerne la radiothérapie préopératoire dans les cancers du rectum. La plupart des chirurgiens viscéraux ici présents la connaissent. C'est une étude hollandaise qui a porté sur 1800 malades. Tu vois, mon cher Jean, il y a des études multicentriques qui sont, même s'ils ne sont pas exactement tous pareils, ils donnent quand même des informations utiles. Vous voyez que sur la survie, la radiothérapie n'apporte rien. En revanche, la radiothérapie, à l'évidence, diminue le risque de récidive locale. Eh bien, voici ici le résumé de cet article. Et vous voyez que dit ce résumé ici? Eh bien, que la radiothérapie préopératoire réduit le risque de récidive locale. Mais, alors si vous voyez dans le détail, et si on caractérise le risque, si on appelle Y le risque du groupe traité et X le risque du groupe témoin, vous allez les retrouver dans l'article, dans le résumé. Voici ici le risque de récidive du groupe traité et voici ici le risque de récidive du groupe témoin. Eh bien, il y a une façon très simple d'apprécier sur le plan clinique si ça apporte quelque chose, et c'est indiqué ici. Vous savez que Y sur X, ça s'appelle le risque relatif, et vous savez aussi que X moins Y, ça s'appelle la réduction absolue du risque. Eh bien, cette réduction absolue du risque va être très intéressante, car c'est elle qui va nous dire combien de malades on va traiter pour avoir un bénéfice. C'est l'inverse de cette différence, ici, X moins Y. Et voici le résultat, j'ai pris les chiffres, et vous voyez que le résultat de cette lecture, je dirais un peu biaisée, certes, mais très utile pour le clinicien, c'est qu'au fond, pour avoir une récidive, pour éviter une récidive, il faut traiter 17 malades, c'est-à-dire qu'on va traiter 16 malades inutilement. Alors pourquoi j'insiste sur ces éléments-là? Parce que ça va rejoindre la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec Bertrand Millat sur la cholangiographie préopératoire. Il est évident qu'il ne faut pas faire une radiothérapie préopératoire à tous les malades. Il faut se donner les moyens de sélectionner les malades qui présentent un risque de récidive, et c'est sur cela qu'il va falloir faire. C'est à cela qu'il va falloir faire la radiothérapie préopératoire. De la même manière qu'il ne faut pas faire une cholangiographie préopératoire à tous les malades, mais simplement à ceux chez qui on pense qu'il y a un risque supérieur d'une lithiase valvulaire principale ou d'une plaie biliaire, parce que tout le monde ne fait pas, tous les malades n'ont pas le même risque d'avoir une plaie biliaire au moment de leur intervention. Et c'est donc ces malades-là, les malades à risque, qu'il faut identifier. Et donc c'est un plaidoyer, ces études multivariées sont des moyens pour éviter justement, vous savez, le meilleur moyen de ne pas avoir d'accident sur la route, c'est de mettre la vitesse à 50 km/h à tout le monde. C'est absurde, parce qu'il y a évidemment des contreparties importantes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met
des limitations de vitesse différentes en fonction des risques d'accident. Elle sera plus importante sur une autoroute qu'elle n'est sur les routes secondaires. Alors ça, c'était pour vous dire, Simon, voici une mise donc un article qui date de 2012, donc il y a encore une validation externe et ça marche toujours. Alors Simon a aussi parlé de cela. Alors je voulais simplement insister sur le fait qu'au fond, cette étude était destinée à sélectionner des malades chez lesquels une intervention chirurgicale était raisonnable, alors qu'elle l'était moins, ou même pas du tout. Pas du tout dans d'autres catégories de malades en fonction de ce classement. Alors, je termine par les autres effets collatéraux positifs sur un point qui est que la recherche clinique est maintenant un marqueur très important utilisé à beaucoup de niveaux, et notamment pour l'évaluation d'une équipe chirurgicale, en l'occurrence, pour l'évaluation d'un candidat qu'on veut nommer à l'agrégation, voire même maintenant pour une gratification financière, et enfin, dans notre spécialité, le caractère multicentrique de ces études a permis, j'en suis sûr, une structuration de la chirurgie viscérale. Alors pourquoi et comment plutôt sont utilisés, comment évalue-t-on une équipe ou un candidat maintenant? Eh bien, il y a des outils qui sont, vous les connaissez, je pense, en tous les cas, tous ceux de l'assistance publique sont régulièrement interrogés par l'administration pour vérifier leur publication, donc le résultat de leur recherche clinique. Pour les publications scientifiques, c'est ce qu'on appelle le SIGAPS, et puis pour la recherche et les essais cliniques, ceci est plus destiné pour des candidats ou des médecins, des chirurgiens qui sont jeunes et qui participent à ces études, mais qui n'en sont pas au stade de la publication, et donc pour reconnaître leur travail, et notamment dans une liste d'aptitudes, eh bien, il y a aussi le SIGREC. Ceci a été développé par un Lillois, qui est Patrick Devos, et qui maintenant est quelque chose qui est adopté dans d'autres pays, et je crois qu'il faut le souligner. Il se fonde sur le facteur d'impact, l'impact factor, et c'est tout à fait... c'est très intéressant la manière dont c'est fait, parce que la difficulté qu'il y avait pour choisir par exemple un hématologue ou un chirurgien, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour un hématologue de publier que pour un chirurgien. Et donc un des intérêts de cette méthode SIGAPS est que justement l'impact factor variant d'une discipline à l'autre, elle intègre ce facteur pour mettre toutes les disciplines au même niveau de ce point de vue-là. Gratification financière, je vous rappelle que le SIGAPS rapporte de l'argent. Alors, plutôt à l'hôpital, il faut essayer que ça soit bien dirigé vers les cliniciens. Eh bien, voici le tarif d'un point SIGAPS en 2010. Et enfin, je voudrais finir là-dessus, c'est que je pense que l'utilisation des études multicentriques est sous-tendue donc par la méthodologie de recherche clinique, par la recherche clinique, eh bien, a permis en 1977 de créer deux associations, qui étaient l'Association de recherche en chirurgie et l'Association universitaire de recherche en chirurgie, par Jean-Marie Hay et Pierre-Louis Fagnier, et qui est, en 2004, nous avons décidé, avec notamment Bertrand Millat, nous avons décidé de fédérer ces deux associations en une fédération de recherche en chirurgie qui a actuellement 70 centres. Et voici la production en une dizaine d'années de cette fédération de recherche en chirurgie. Et vous voyez que ça permet quand même d'avoir une reconnaissance internationale non négligeable. Je vous ai mis les grandes revues généralistes, New England Journal of Medicine et le JAMA au-dessus, et puis ensuite les diverses publications chirurgicales, dont Annals of Surgery. Voilà. En conclusion, eh bien, je dirais qu'il faut effectivement travailler, et parfois on a des résultats qui sont un petit peu à côté de ce qu'on attendait, mais qui ne sont pas pour autant inintéressants. Je vous remercie. Avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais vous rappeler qu'il y a maintenant, là tout de suite après la séance, un rapport de la commission appendicite. Vous vous souvenez qu'à la suite des présentations qui ont eu lieu sur le traitement de l'appendicite, nous avions demandé, en raison d'un certain nombre de réactions qui étaient à l'Académie et en dehors de l'Académie, on a demandé à un groupe de travail
de réétudier les conclusions et les recommandations que l'on pouvait faire à nos confrères chirurgiens sur le traitement de l'appendicite aiguë. Donc nous aurons la synthèse de cette réflexion qui va se faire tout de suite après la séance. Donc je vous demanderai de ne pas partir après la fin de cette présentation. Jacques Beaulieu. Je voudrais juste profiter de l'occasion qui m'est donnée, François, pour citer un effet collatéral de notre réunion et de l'Impact Factor, et féliciter François, car la revue dont il est à l'origine un des grands promoteurs et rédacteurs, qui s'appelle le Journal français de chirurgie viscérale, qui a un titre anglais, est la première revue française de chirurgie à dépasser l'Impact Factor 1. Donc félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ah, Jean. C'est peut-être que je n'ai pas bien entendu, mais le diagnostic de l'appendicite à l'ordinateur me fait toujours peur. Parce que savoir palper un ventre, c'est important. J'étais dans une thèse il y a 2 jours à Nantes, et j'ai vu un professeur agrégé d'orthopédie qui m'a dit « Je ne sais pas faire de laparotomie ». Jean, tu n'as pas compris. J'ai rien compris. Non, là, tu n'as rien compris. Et voilà. Tu n'as rien compris. J'ai pas aimé ce mot enseignement. Car ce programme d'aide au diagnostic des urgences abdominales implique au contraire un examen clinique beaucoup plus précis et beaucoup plus complet que ce qu'on fait spontanément, incluant notamment l'examen, l'auscultation systématique de l'abdomen, par exemple. Non, je ne voulais pas trop traîner. J'ai été assez vite. La fiche que vous avez vue. Oui, on la lisait pas. Mais non, on la lisait pas, mais je vous ai dit que c'était que des signes cliniques. En fait, non, mais attends, c'est très important. Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire, je me suis probablement mal exprimé, c'est qu'en réalité, cette étude qui avait été faite pour être distribuée dans les hôpitaux et pour être utile à l'interne, aux chefs de garde, etc., a surtout été utilisée par les externes parce que c'est eux qui remplissaient de façon très précise la fiche et que ça les obligeait à faire, à chaque fois qu'il y avait une urgence, une douleur abdominale qui arrivait, à faire un examen clinique complet. Et les externes ont bénéficié de cette étude sur le plan de renseignement de sémiologie de façon extraordinaire. Non, malheureusement, maintenant, les choses... parce que, voilà, moi, je l'ai continué pendant 15 ans, mais voilà, je suis pas partout. Non, c'était cet effet secondaire que j'ai essayé de vous montrer. Je peux dire qu'on l'a remis au bout du jour pour les externes à Louis Mourier en 2014. Voilà, donc, à Louis Mourier, ça continue. Cette étude date du début des années 80. Ça fait donc, vous voyez ce que ça fait bientôt 35 ans. Et voilà. Oui. C'est la première fois que je vous vois. Je comprends ce que vous disiez. D'autres questions? Jacques Barbier. Donc s'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette séance en remerciant Michel Huguier et tous les orateurs de nous avoir fait vivre cette rigueur en chirurgie. Très bien. Voilà. Très bien, Michel.